Le Vietnam. Un pays si étroit en son centre que pour passer du nord au sud, il faut le faire en se mettant de profil, comme sur les murs des anciens Égyptiens. C'est d'ailleurs une influence esthétique que l'on retrouve dans certaines œuvres du peuple Cham, qui fut un des premiers à occuper ce pays. Et justement au centre, à Hue, en glissant en bateau-dragon sur la rivière des Parfums, si ces jeunes filles se sont habillées en bleu, blanc, rouge, pourquoi ne croirais-je pas que c'est un hommage au groupe de touristes français que nous sommes? Ce qui serait un paradoxe. Groupe d'anciens colonisateurs, groupe d'anciens ennemis. Qu'est-ce qui pousse les membres de ce grouillement humain à se réunir pour construire ensemble des palais, des temples, des maisons, des ponts? Et qu'est-ce qui les pousse au contraire à se porter l'un vers l'autre dans la violence la plus extrême? Pour se mettre ensemble, il faut partager un souhait commun. Et pour se battre, il faut que ces souhaits soient divergents. Et si Johnny Hallyday mettait le feu au lac, ici, on confie au fleuve des bougies allumées qui sont chargées de transmettre notre souhait aux divinités. On pose la bougie dans l'eau au moment où l'on formule un vœu. Vieille tradition vietnamienne. Faire un vœu, c'est une façon de prier pour qu'advienne dans le futur quelque chose qui n'est pas encore là dans le présent. Voici un temple chinois à Saigon. On y trouve aussi bien Bouddha que Lao Tse, mais aussi et surtout ces trois génies qui sont respectivement la richesse, le bonheur et la longévité. Ici, c'est harmonieux entre le bouddhisme et le taoïsme. Et les offrandes de fruits évoquent les génies. Baguette d'encens, les fruits, du thé ou l'alcool. Et ça, c'est pas des ressorts de sommier installés au plafond pour le confort des dieux, ce sont des rouleaux d'encens. On en achète un pour une somme modique, on fait un vœu et un officiant vous l'installe au plafond où il va brûler pendant presque une semaine pour porter le message de votre vœu sous forme de fumée aux dieux. Grande douceur d'exécution. Mise à prix, 300 piastres. 300. 400. 420. 450. 460. 500. Madame, je vous en prie, laissez-moi ce tableau. On me dit que vous êtes riche. Pas moi. Je ne peux pas monter l'enchère. Mais ce paysage représente beaucoup pour moi. Asseyez-vous, monsieur. Pour cette fois, j'accepte votre enchère. Alors? Attendez. Red, tu es grotesque. Je peux te prêter de l'argent, combien veux-tu? Laisse-moi. Dites-moi pourquoi vous l'aimez, pourquoi vous le trouvez beau. Et je vous le laisse. Finissons-en, Madame de Vries. 500. J'ai dessiné ce paysage des dizaines de fois au bout du jardin dans mon enfance. Mais je n'étais jamais satisfait. Il manquait cette vallée, cette colline un peu ombrée. Elle n'existe pas. L'artiste les a inventées. Moi, je n'aurais jamais eu cette audace. À 10 ans, on ne sait pas qu'il faut changer le monde. À 10 ans, on ne sait pas qu'il faut changer le monde, mais devenu grand, officier français, on peut se rendre compte que la France peut imprimer sa marque dans un territoire, comme cette cathédrale de Saigon, construite entièrement en briques importées de France, cette cathédrale de Hanoï, ou ces nombreuses églises qui, à force de vouloir marquer le territoire, finissent par, en retour, être marquées par le territoire.
Il manquait cette vallée, cette colline un peu ombrée. Elle n'existe pas. L'artiste les a inventées. Pour inventer, il a fallu avoir un souhait. Et pour le réaliser, il a fallu faire un peu plus que mettre des petites bougies dans le fleuve ou faire brûler de l'encens. Il a fallu se retrousser les manches. Dire bonjour à ton âme. Un jour, j'irai là-bas. Dire bonjour, Vietnam. 65 ans plus tard, il n'en reste que quelques petites traces. L'indépendance marque tout de suite le paysage, comme ce pont dragon à Da Nang. Tout le monde a oublié le français, tout le monde parle anglais. Mais les Français n'ont pas été les seuls à vouloir imprimer leur marque sur ce territoire. Comme l'histoire de tous les pays, celle de l'Indochine est celle d'une longue suite d'empreintes laissées par diverses influences. Au Cambodge et au sud du Vietnam, l'influence hindouiste est prépondérante. On pourrait se croire en Thaïlande dans la mesure où la Thaïlande est elle-même très marquée par la religion hindoue. On voit même sur ces statues l'influence égyptienne qui vient de loin. Mais ici, on reconnaît tout à fait l'influence indienne que j'ai déjà rencontrée au Népal et au Vietnam du Sud. Voici un Ganesh typique de la religion hindoue. Ouf, il fait entre 35 et 40 degrés et voici un vestige Cham, c'est-à-dire les vestiges hindouistes au Vietnam, tels qu'on peut trouver sur le site de Missom, comme ces apsaras qui ne sont pas seulement des vestiges d'ailleurs. C'est la première fois que je me suis rendu compte à quel point l'arrière de la tête de mes compagnons de voyage pouvait représenter un intérêt formidable. Le site de Misson a été bombardé par les Américains et on peut se rendre compte aux trous laissés dans la chevelure de mon compagnon de voyage à quel point les vestiges sont importants. Et voici la mosquée de Chao Doc, un petit village sur pilotis dans le delta du Mékong. L'islam a fait sa place au niveau de la population Cham, qui était une des populations initiales du Vietnam, repoussée dans les confins du sud, hindouiste à la base et souvent convertie à l'islam comme ici. Le faste de la mosquée contraste avec la pauvreté du village, mais c'est pareil pour toutes les religions. La mosquée restera parce qu'elle est en dur, tandis que ce village pourra peut-être s'effacer. Tout comme en Angkor, où la seule chose qui reste, c'est le temple, tandis que les milliers d'habitations qui étaient autour ont disparu. En franchissant le col des nuages, entre Da Nang et Hue, on entre dans le territoire marqué par l'influence chinoise. Et donc des religions telles que le confucianisme, le taoïsme, le bouddhisme, même si le bouddhisme vient d'Inde, là il revient de Chine sous une forme chinoise.
venons de voir le roi des singes, Sun Wukong, défier le Bouddha. En quelque sorte, c'est un défi que la Chine envoie à l'Inde, et en même temps, c'est le Bouddha qui gagne dans cette histoire. C'est une façon, compte tenu de l'époque où a été écrite cette légende, c'est une façon de délivrer le message que le bouddhisme est plus fort que le confucianisme ou le taoïsme, le bouddhisme chinois. Les empereurs veulent laisser leur marque sur les territoires et les religions veulent laisser leur marque dans les esprits et les cœurs. On me dira, bouddhisme, confucianisme, taoïsme ne sont pas des religions, ce sont des philosophies. Et pourtant on vient de voir comment la légende fait du Bouddha un être omnipotent. De même que Sun Wukong se présente déjà comme un dieu puisqu'il a déjà pris la place de l'empereur du ciel. Il y a une différence entre ce qu'ont dit les philosophes et puis ce qu'en a fait la population. La population qui est toujours avide de figures parentales que sont les dieux. En fait, si on regarde les choses d'un autre point de vue, on s'aperçoit vite que Sun Wukong n'est autre qu'un enfant capricieux. Mais comme les empereurs et comme les chefs de religion, ils veulent étendre leur territoire. Et là, il marque son territoire, eh bien, comme les chiens, en faisant pipi partout. Non, en faisant pipi à ce qu'il croit être la fin du monde, parce qu'il aurait marqué ainsi l'ensemble du monde, mais il s'aperçoit que c'est seulement la main du Bouddha. Eh bien, marquer son territoire avec du pipi, c'est la marque de son irrévérence, comme il dit, c'est aussi la marque de ce qu'il est un garçon, c'est-à-dire il a un phallus. Et il se trouve que la religion indienne, donc qui est prépondérante au Cambodge et dans le sud du Vietnam, la religion indienne n'a pas ces pudeurs qu'ont les religions aussi bien occidentales qu'orientales. La chrétienté, le judaïsme, l'islam, le confucianisme, le taoïsme, le bouddhisme. Elle marque son territoire en plantant partout des lingas et des yonis, c'est-à-dire des sexes masculins et féminins. On garde les termes indiens parce que nous gardons quelques pudeurs. Autrement dit, elle ajoute au territoire ce que le peintre français ajoutait sur cette côte bretonne, c'est-à-dire une colline, linga, et un vallon, yoni. De la même façon que l'officier français voulait imprimer la marque de la France sur le Vietnam. Le linga dans le yoni, comme on le trouve fréquemment, c'est un linga qui sort du yoni, qui est une protection donc contre la castration. Et en même temps, c'est une image du rapport sexuel par lequel, en faisant des enfants, nous nous rendons immortels. L'immortalité, c'est ce que cherche Sun Wukong ici aussi, en mangeant les fruits d'immortalité réservés à l'empereur du ciel. Mais on voit bien de quoi est faite cette immortalité, puisque ces pêches ressemblent bien à un sexe féminin. En Orient comme en Occident, la pudeur transforme les représentations jusqu'à les rendre méconnaissables. Ainsi, dans cette représentation de Saint Georges tuant le dragon, par Uccello, nous avons une représentation du rapport sexuel, avec ce chevalier qui enfonce sa lame dans une gueule grande ouverte qui est du côté de la dame. Ce n'est pas parce qu'il y a de l'explicite dans la religion hindoue que l'implicite ne prend pas sa place ailleurs, comme ici, où nous voyons Garuda, l'aigle véhicule de Vishnu, se trouver à l'intérieur du déploiement des têtes du Naga à 5 têtes, et ce déploiement fait en sorte qu'on a l'impression de voir le petit oiseau à l'intérieur d'un sexe féminin. Ce qui est encore une protection contre la castration, même si le petit oiseau peut s'envoler. Le Naga lui-même, dans son déploiement à 7 têtes, comme ici, tel que j'ai pu le voir à Angkor, présente cette particularité d'être à la fois masculin et féminin. Masculin comme un serpent, dans absolument toutes les cultures, et ici déployé dans quelque chose qui ressemble à une ouverture féminine.
Et voici le dieu Vishnu, cette fois sur sa monture, Garuda, en train de s'assurer que le petit oiseau ne va pas s'envoler. Voici une divinité inconnue dont on nous dit qu'elle est en prière et qu'elle tient à la main une fleur de lotus. Je veux bien, mais la fleur de lotus est quand même drôlement stylisée. Pour arracher aux dieux le secret de leur mythologie, il vaut mieux aller sur place. Et pour ça, il ne faut pas hésiter à grimper pas mal, des marches qui font bien 50 cm de haut, affronter des gardiens et même des gardiennes pour enfin se retrouver parmi les dieux. La redescente sur terre n'en sera pas facile pour autant. Et c'est bien l'injustice divine si pendant que certains descendent, d'autres montent. Comme le peintre qu'appréciait Jean-Baptiste dans le film Indochine, les ancêtres impriment leur marque sur les parents qui impriment leur marque sur l'enfant. Et on aimerait bien ne pas être marqué par la vieillesse et par la mort, en même temps qu'on aimerait bien garder une marque de notre origine, de cette procréation par laquelle nos parents ont cherché à être immortels. Les mythes de l'immortalité renvoient au mythe de la conception et de la naissance. Nous ne savons rien de notre propre naissance, excepté ce qu'on nous en a dit, et nous ne savons rien de la mort, excepté ce que nous en disent les religions. Et les religions se chargent aussi de nous dire ce qu'il en a été de l'origine du monde. Et parler de l'origine du monde, c'est une façon de parler de la procréation d'un individu, à se recréer le monde pour lui-même. C'est là où le sujet rejoint la collectivité, c'est-à-dire la société dans laquelle il est né, et dont il apprend les mythes et la culture. La culture s'imprime sur la nature, jusqu'à ce que la nature reprenne ses droits sur la culture. C'est donc en discutant avec les dieux au sommet de la pyramide que j'ai appris le mythe fondamental des Indiens. C'est le baratage de la mer de lait que j'ai vu à Angkor sur une fresque, je crois que c'est la plus grande au monde, qui représente donc les dieux d'un côté, les démons de l'autre. 88 dieux et 92 démons pendant 1000 ans qui se sont mis ensemble comme autour d'une corde, sauf que la corde, c'est le Naga à 5 têtes, le serpent Vasuki. Comme on joue à tirer la corde, comme ça, et on voit l'équipe qui gagne, celle qui renverse l'équipe adverse. Mais là, il ne s'agit pas de renverser l'équipe adverse, il s'agit de barater la mer de lait. Et la mer de lait, c'est la Voie lactée, rien moins. À force de tirer le serpent dans un sens et dans un autre, celui-ci a fini par cracher un poison que Vishnu s'est empressé de boire afin qu'il ne fasse pas disparaître l'humanité. Mais le baratage n'a pas produit que le poison, il a produit aussi tout un tas de choses miraculeuses nécessaires à la survie de l'humanité. Entre autres choses, il a produit le médecin des dieux tenant la coupe d'immortalité. Un poison violent d'un côté, la coupe d'immortalité de l'autre. Le Dieu ne va pas sans le diable. Mais au moment où apparaît le médecin des dieux tenant la coupe d'immortalité, eh bien, les démons veulent s'en emparer les premiers. Et voyant cela, Vishnu se transforme en la femme la plus belle du monde, ce qui détourne l'attention des démons, ce qui permet aux dieux
de s'emparer de l'élixir d'immortalité. Mais n'est-elle pas elle-même un élixir d'immortalité ? La sexualité apparaît ici sous une forme explicite, évidemment du côté des démons, pas du côté des dieux, là où elle était implicite dans le maniement du serpent Visanka. Autrement dit, à force de manipuler le serpent dans la mer de lait, il a craché du lait. Ce lait est allé dans la coupe d'immortalité. Et on sait effectivement en matière de relations sexuelles de quel lait il s'agit pour remplacer l'immortalité par la procréation. À ce lait s'oppose évidemment sa contrepartie, le poison, qui pourrait être entendu par exemple comme le harcèlement. Au fond, c'est comme un Occident, où Dieu lutte avec le diable par l'intermédiaire du serpent, qui introduit une chronologie inverse, à savoir que Adam et Ève sont d'abord immortels, puis après avoir bu le produit du serpent, c'est-à-dire mangé la pomme, ils se retrouvent mortels, tandis que dans le mythe indien, les dieux sont mortels et deviennent ensuite immortels. Après la rencontre avec le serpent et la consommation de la pomme, la Bible nous dit « ils virent qu'ils étaient nus ». Dans le silence piqueté de vie d'une jungle, dans une montagne non loin d'Angkor, on trouve la rivière des 1000 lingas, c'est-à-dire des 1000 phallus. En effet, le fond de la rivière a été entièrement sculpté sur tout son cours par ces innombrables phallus, lingas. Plus il y en a, moins on court de risque. Parfois, un yoni essaie de rétablir l'équilibre. Pourquoi s'est-on donné toute cette peine ? Eh bien, pour que l'eau qui circule sur les lingas devienne de l'eau sacrée, pouvant servir pour les cérémonies, pour les purifications. De quoi se purifie-t-on, si ce n'est de l'angoisse de castration ? Au bord de cette étrange rivière se tient une évocation d'une autre version de la création du monde. Vishnu dort dans les replis du serpent Visanka, celui-là même qui a servi au barattage de la mer de lait, et de son nombril naît un lotus, et dans le lotus naît Brahma qui va créer le monde. Cette tige de lotus, cordon ombilical qui rejoint Vishnu et Brahma, c'est la même chose que le serpent Vasuki ou Visanka, étant donné que dans certaines représentations, on voit Dieu et démons en train d'agiter cette tige, ce cordon ombilical, comme ils avaient agité le serpent. Par ailleurs, on peut voir ici Vishnu comme dans une caverne, comme dans l'utérus maternel, agrippé à son cordon ombilical, et Brahma étant sa forme née, en quelque sorte. Sur la place royale de Phnom Penh, on voit ici 4 najas nouer leur queue pour former la tige de la fleur de lotus que l'on voit s'épanouir à leur sommet. Tige de lotus, cordon ombilical, serpent, phallus, tout cela, ce sont des représentations différentes de ce qu'est un engendrement, tel qu'on le voit représenté ici sous la forme d'un accouchement sur les murs de Taprom à Angkor. Il se trouve que le barattage de la mer de lait a aussi produit les apsaras, c'est-à-dire les danseuses mythiques que l'on retrouve sur tous les bas-reliefs à Angkor et dans les temples indiens, et aussi Lakshmi, la déesse de la beauté et de la fortune. J'ai demandé à Vishnu pourquoi les apsaras collaient leurs talons sur leur sexe, dans une contorsion qu'elles ne sont incapables de faire dans la réalité. Eh bien, m'a-t-il répondu gentiment, au lieu d'avoir leur yoni tout seul et tout vide, c'est comme si elles s'étaient accrochées un linga supplémentaire, en protection contre la castration. D'ailleurs, voici la pagode à Hanoï,
où les femmes viennent prier spécialement pour avoir un garçon. Elle se nomme la pagode au pilier unique et on comprend de quel pilier il s'agit. Elle se trouve, vous ne le devinerez jamais, dans le parc du mausolée de Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, voilà un type qui a su imprimer sa marque sur son territoire. 50 ans de lutte pour évincer le colonialisme français, puis imposer le communisme contre le Vietnam du Sud soutenu par les Américains. Entre 68 et 75, j'ai souvent vu le drapeau Viet Cong défiler dans les rues de Besançon. Et maintenant, je suis le drapeau Viet Cong comme un touriste qui visite les sites archéologiques du Vietnam. J'étais bien sûr partisan de la paix au Vietnam, mais pas forcément pour la victoire du communisme. Le communisme a triomphé, mais après 5 ans de difficultés et de famine, le gouvernement est revenu au capitalisme. Et le dollar est devenu la monnaie acceptée partout. Ceci vaut 21 cents ou 19 centimes d'euros. Au Cambodge, c'est pire, le dollar est la monnaie courante acceptée partout. Les prix des restaurants et des magasins sont affichés en dollars et la monnaie du pays n'est, semble-t-il, plus qu'un accessoire. En revanche, dans les jardins du Palais Royal, on peut entrer dans la pagode d'argent où effectivement le sol est pavé d'argent. Cet argent n'a pas du tout intéressé les Khmers rouges lorsqu'ils ont pris le pouvoir entre 75 et 79. Pas plus que les inouïs trésors qu'il y a dans cette pagode d'argent. Un Bouddha en or incrusté de pierres précieuses, un Bouddha de jade en cristal de baccarat et d'innombrables autres trésors. En effet, ils n'étaient pas intéressés par l'argent. Au Vietnam, ça n'empêche pas les gens de brûler des faux billets pour que leurs ancêtres aient de quoi vivre dans l'au-delà. L'argent est le symbole de la valeur, mais surtout le symbole de l'échange avec les autres, et le faux billet, c'est le symbole du symbole. Il paraît qu'à l'intérieur de chaque Vietnamien, il y a forcément un commerçant. Ils ont toujours quelque chose à vendre. Et c'est la raison de l'étroitesse de ces maisons que l'on trouve partout, du nord au sud. Pourquoi ? Parce qu'il faut avoir pignon sur rue. Il faut avoir la place d'une devanture de magasin, quel que soit son métier par ailleurs. Excepté quelques zones de pauvreté, comme ce village de pêcheurs, où néanmoins la mosquée se tient fièrement et luxueusement en son centre, toute l'Indochine respire la prospérité. On s'y marie. Au Cambodge devant Angkor, à Hanoï devant le lac de l'Épée restitué, à Saïgon devant la poste centrale. On y voit des enfants jouer.
très rarement mendier comme ces petites filles. $1 to go to school, please. Tandis qu'à Saigon, la jeunesse s'amuse. Avec le concours du dollar, la culture occidentale a marqué le paysage peut-être plus qu'au Chili. Et pourtant, il y a des restes de la guerre contre les Américains. Par exemple, cet avion de chasse que j'ai surpris dans un parc. J'ai vu aussi un hélicoptère marqué US Army, ce tank qui est exposé dans la zone de Cuchi. Les maquisards ici, de Cuchi, creuser la terre. Les tunnels sur les 3 niveaux. Le premier était à 1 mètre jusqu'à 3 mètres de la terre. Deuxième était 3 jusqu'à 6 mètres de la terre. Troisième niveau était 6 mètres jusqu'à 8 mètres à la direction. Pour supporter des bombes secondaires américaines, les maquisards, même les civils de la région, descendent dans les troisième niveaux pour s'échapper. La guerre du Vietnam a fait environ 1,5 million de morts entre 54 et 75. Mais au Cambodge, la prise du pouvoir par les Khmers rouges a fait environ 3 millions de morts. 3 millions de morts sur une population à l'époque de 6 millions. Alors qu'au Vietnam, la population de l'époque était 50 millions. Et au Cambodge, ce ne sont pas des forces étrangères qui sont responsables de tous ces morts, ce sont les Cambodgiens eux-mêmes sous le nom de Khmer rouges. J'ai visité le centre S21 qui, à Phnom Penh, était une ancienne école transformée en centre de torture par les Khmer rouges. Torture pour faire avouer quoi aux gens? Qu'ils étaient des intellectuels, des bourgeois, des capitalistes. Les Khmer rouges, eux aussi, ils ont voulu imposer leur marque sur le territoire. Ils ont voulu changer la société de fond en comble et imposer une société sans classe. Que fait-on pour obtenir une société sans classe? Eh bien, on élimine la classe dirigeante, complètement, physiquement. On le sait, les communistes ne sont pas les seuls à pratiquer de telles horreurs. Il suffit de regarder attentivement les bas-reliefs d'Angkor, où l'on voit cette série de supplices réservés aux prisonniers ennemis. Comme quoi les Khmers rouges avaient de qui tenir. Je crois que c'est vrai de toutes les populations du monde, quelle que soit l'époque.
Cela date de l'Empire khmer qui a dominé la péninsule indochinoise du 9e au 13e siècle. Ce que vous voyez là, ce sont des tombes qui sont à la mesure du respect que les Vietnamiens accordent à leurs ancêtres. Ce ne sont pas tous des tombes de soldats, ce sont les tombes des morts. Et leur magnificence est à l'image de la prospérité actuelle du Vietnam. Même si certaines restent toutes simples, tout le monde n'a pas forcément de tels moyens. Tout le monde n'a pas non plus de la famille qui a réussi en Amérique ou en Europe. La mort marque son territoire plus sûrement que n'importe quelle idéologie. C'est là qu'il faut remarquer que ces magnifiques monuments sont là pour témoigner de ce qui a été et qui n'est plus. Autrement dit, il ne reste plus que la représentation de ce qui a disparu, de quelqu'un qui a disparu. Les religions s'occupent des morts, des mariages et des naissances, quelles que soient les religions. Autrement dit, elles s'occupent de tout ce qui articule la présence et l'absence, la vie et la mort, dans son arrivée, l'arrivée d'un nouvel enfant, et dans son départ, le départ d'un mort. Ce qui est célébré aussi dans la religion hindouiste par cette profusion que nous avons vue des lingas et des yonis, c'est-à-dire là il y en a un, linga, et là il n'y en a pas. C'est aussi une articulation de la présence-absence. Monument, temple ou linga, il s'agit d'un symbole, c'est-à-dire de ce qui n'est pas la chose représentée, mais seulement représentation, symbole. Les drapeaux et les insignes font partie de ce même registre. C'est pourquoi les croyances traditionnelles et les religions s'occupent aussi des vœux et des souhaits sous la forme de prières. Ou de bougies confiées au flot du fleuve. Tandis que les idéologies rêvent et souhaitent soit d'une société sans classe, soit d'une société libre, soit d'une société idéale, quelle qu'elle soit. En tout cas, une société qui n'est pas là dans la réalité, comme les morts ne sont pas là, ou comme le phallus n'est pas là sur le ventre d'une femme. Rồi buồn ơi, ánh trăng soi còn đó và nghe hơi gió biết rằng mình vừa mơ. Yêu hồn như nở hoa dây mộng tuyệt vời, nắm thương lại trong bàn tay một câu nói thương. Đôi khi gặp nhau muốn khơi nhưng rồi lại thôi, nói ra sẽ ngại mặc kệ gió trôi. En dormant chez l'habitant, à Phuoc Tich,
je me suis aperçu que l'hôtel des ancêtres occupait bien les 3/4 de la superficie de la pièce principale. Façon de rendre hommage aux ancêtres ou d'être branché sur ce qui est absent. Et de rendre présents ceux qui sont absents. Au centre d'Hanoï se tient le temple de la littérature, université la plus vieille du pays, 1000 ans, où l'on vénère plutôt Confucius que Brahma Shiva Vishnu. C'est la grande différence entre le Vietnam du Sud, influencé par l'Inde, et le Vietnam du Nord, influencé par la Chine. Le savoir des générations s'écrit sur des stèles de pierre portées par des tortues qui regardent passer des générations d'étudiants venus là chercher leur diplôme. Tout le monde vient chercher son diplôme au temple de la littérature, mais comme il n'y a pas de place pour tous les étudiants, c'est tout au long de l'année que se déroulent des cérémonies de remise de diplôme, un diplôme qui est remis avant le passage des examens. Un diplôme qui est là et qui n'est pas là, ce qui vous rappelle quelque chose des stèles de Linga et de Yoni. Jusqu'au XIXe siècle, l'écriture chinoise a servi pour retranscrire la langue vietnamienne. C'est les Français qui ont imposé un système de transcription en alphabet latin, déjà inauguré par des jésuites portugais au XVe siècle. À l'origine de l'écriture chinoise, les devins jetaient les carapaces de tortues dans le feu. Les craquelures qui en résultaient sur la carapace étaient interprétées comme des signes venus des dieux. Ces signes se sont imposés petit à petit pour transposer la langue. C'est ainsi que de la carapace de tortue surgit l'écriture, ainsi que ces stèles nous le rappellent. La chose qu'on dit ou que l'on écrit n'est pas là dans la parole ni dans l'écriture. C'est la fonction du symbole même. Et ici, la tortue est donc à l'origine du symbole. Par un petit pont de bois rouge, on accède sur une île du lac de l'Épée à un temple consacré à la restitution de l'épée. C'est peut-être le symbole le plus important de l'histoire vietnamienne. Au XVe siècle, le roi Lê Loi a pu repousser au nord les Chinois qui avaient envahi le Vietnam grâce à une épée trouvée dans ce lac. Après sa victoire sur les Chinois, une tortue est venue réclamer au roi Lê Loi l'épée en question. Et c'est pourquoi ce lac s'appelle dorénavant le lac de la restitution de l'épée. Et c'est pourquoi aussi les tortues, symbole de longévité et de sagesse, sont aussi le symbole de la victoire sur les Chinois et de l'indépendance première du Vietnam. On remarquera que les Vietnamiens écrivent Lê Ninh de façon à faire apparaître dans son nom le nom du roi Lê. Speak the words. One land, one king. That is my peace, Cornwall. Nobody shall wield Excalibur but me! I am nothing.
Excalibur. Is it true? Take it quickly! On l'aura compris, l'histoire du roi Arthur et l'histoire du roi Léloy sont les mêmes. Elles sont de même structure. Et on la retrouve encore dans le film récent Aquaman, où pour obtenir le pouvoir et unir les nations de l'océan, Aquaman doit trouver le trident au fin fond d'une caverne, au fond de la mer. Celui-ci est le trident perdu d'Atlan. Oh, je connais l'histoire. C'est plus qu'une histoire. Ce trident est réel. Il a été forgé par les plus grands armuriers de l'histoire. Façonné dans l'acier de Poséidon pour le roi Atlan. Le premier souverain d'Atlantis. Selon la légende, le trident possède le pouvoir de contrôler l'océan. Au palais royal de Phnom Penh, dans les armes du souverain, l'épée est couchée, indiquant qu'il n'a pas de pouvoir. On trouve même dans la cathédrale de Hanoï la figure inattendue de Saint Louis qui est allé chercher les symboles de son pouvoir à Jérusalem, un bout de croix et une couronne d'épines. Il se trouve que cette structure rejoint celle de mes rêves les plus fréquents, où je dois aller chercher quelque chose qui ressemble au phallus, au fin fond du ventre de ma mère. C'est la communauté de structures de ces mythes, de ces films et de mes rêves qui m'autorise à faire l'hypothèse d'une universalité d'une telle structure. On va chercher le phallus au fond du ventre de la mer, qu'on soit garçon ou fille. L'espoir fait vivre à ce qu'on dit. Dù đi xa tới đâu, lòng tôi luôn nhớ mong về làng quê cũ xưa, làng vương tình thương yêu. Với biết bao kỷ niệm, những kỷ niệm tuyệt vời. Bao niềm thương nhớ, quê tôi đẹp làm sao, dòng sông lơ mơ mộng là nơi gái trai hẹn hò bên nhau những mùa trắng tỏ. Sông ô lơ
thiết bao lời thủy chung nghĩa tình son sắc của những mối tình lứa đôi. Sông ô lâu chứng kiến bao lời thủy chung nghĩa tình son sắc của những mối tình lứa đôi. À Hué, en bateau-dragon sur la rivière des Parfums, on se dirige vers la pagode de la Dame Céleste. Elle a été construite en 1601 par le seigneur Nguyen Wang. Il avait vu une vieille dame apparaître en ce lieu qui lui avait promis que celui qui construirait là une pagode fonderait une grande dynastie. Chacun de ces étages est consacré à un Bouddha particulier. Voici quelques exemplaires de Bouddha que l'on trouve à l'intérieur. Et on retrouve aussi à l'intérieur la tortue bien connue, sagesse et longévité, mais aussi symbole de l'écriture et donc symbole des symboles. Dans le temple lui-même, on est accueilli par un Bouddha rigolard qui nous invite à nous interroger un petit peu sur le bien et le mal. Les symboles sont le produit de l'histoire et de la culture. La svastika ici ne symbolise que le soleil, ce n'est pas le sinistre emblème nazi. C'est pourquoi on le retrouve carrément dans une forme des pavillons de la citadelle de Hué. Sur place, cet endroit respire la paix et la beauté. Ce n'est qu'une succession de galeries couvertes permettant une promenade à l'ombre dans un jardin planté de bonsaïs. À la pagode de la Dame Céleste, les bonsaïs qui peuplent le jardin servent d'écrin à cette voiture. C'est dans celle-ci que le moine Tish Quan Duc, le 11 juin 63, déboula sur le carrefour principal de Saigon et s'immola par le feu pour protester contre les persécutions que le président catholique, Diem, infligé à l'époque aux bouddhistes. Diem accusait les bouddhistes de soutenir les communistes et les communistes se servaient de ces persécutions pour déstabiliser le gouvernement Diem. Le suicide du moine a fait basculer l'histoire du Vietnam et au-delà l'histoire du monde, puisque ça a décidé les Américains à intervenir au Vietnam. La douceur des bonsaïs du jardin de la Dame Céleste essaie de faire oublier les réalités de la guerre, réalité d'une guerre qui était peut-être une guerre de symboles et dont la mémoire est conservée aujourd'hui par des symboles. Cet homme a détruit par le feu sa présence pour faire de son absence la présence d'un symbole encore plus vivant.
la citadelle de Hue, résidence des empereurs, lorsque Hue était la capitale du Vietnam. Cette citadelle, inspirée de Vauban, a été une véritable place forte de l'armée sud-vietnamienne pendant la guerre du Vietnam. C'est pourquoi elle a été en grande partie détruite par les bombardements américains. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end. Aujourd'hui, la citadelle de Hue a été en grande partie reconstruite en raison du symbole qu'elle représente pour le Vietnam. Et puisque, en tant que touriste, je ne fais que me promener dans des symboles, je m'interroge sur les symboles que j'utilise tous les jours, à savoir la parole, et notamment à propos de cette citadelle de Hue. J'ai entendu dire par un guide ceci. La citadelle de Hue, pendant la guerre du Vietnam, était une place forte de l'armée sud-vietnamienne. Pendant l'offensive du T, en 68, les Viet Cong ont envahi cette citadelle, ce qui a été facile puisqu'ils ont profité de la surprise de la fête du Thé. Les Américains, qui ne voulaient pas laisser cette place forte aux mains du Viet Cong, ont menacé de bombarder et ils ont finalement bombardé. Deuxième récit par un autre guide, le début est le même, mais la suite est la suivante. Les Américains ont demandé que les Viet Cong se retirent de façon à épargner la citadelle de Hue, qui est un monument historique cité à l'UNESCO. Eh bien, les Viet Cong ne se sont pas retirés et donc les Américains ont bombardé.
Il s'en déduit la question des symboles, où un symbole comme la citadelle de Hué peut être plus importante que des vies humaines, et où la question même des symboles que nous employons, c'est-à-dire des paroles que nous employons, c'est-à-dire des récits que nous faisons, eh bien, donne deux versions de l'histoire différentes. Je ne me prononce pas sur la bonne version de l'histoire, je me contente de me rendre compte de cette différence. J'ai eu la même impression au niveau du suicide du moine. Quand j'en ai entendu parler à la radio, j'avais 13 ans, je m'éveillais au monde et j'ai pensé qu'il s'était suicidé pour protester contre la guerre. C'était ce que moi-même j'avais dans la tête. Je protestais contre la guerre. Mais peut-être étaient-ce aussi les informations qu'on m'avait données. Ce n'est donc que lors de ce voyage au Vietnam que j'entends dire que c'était pour protester contre les persécutions réservées aux bouddhistes. Et là, c'est le même guide qui, très honnête, m'a donné les deux versions de l'histoire. Dans l'une, les persécutions étaient réservées aux bouddhistes uniquement, ce dont protestaient les bouddhistes. Et dans l'autre, c'est parce que effectivement, les bouddhistes étaient les alliés objectifs du Viet Cong et que des Viet Cong profitaient de l'habit du moine pour franchir la frontière et infiltrer les lignes au Sud-Vietnam. Enfin, dernière mise en question de la vérité au sujet de cette guerre, j'ai vu dans le bus un film de propagande, on peut l'appeler comme ça, qui nous parlait de la résistance des Vietnamiens contre les envahisseurs américains. Ce film mettait en valeur des bons soldats Viet Cong qui étaient qualifiés d'exterminateurs d'Américains. Je trouvais le terme un peu excessif. Et le film présentait l'ensemble du peuple vietnamien en lutte contre les Américains. Or, les Américains s'étant retirés en 1973, il y a eu encore après 2 ans de guerre civile, jusqu'à la victoire du Viet Cong en 1975, 2 ans de guerre civile entre Vietnamiens. Et donc, ce n'était pas une guerre des Vietnamiens unis contre l'envahisseur américain. La question de la vérité de ce qu'on dit se pose tout le temps, chaque fois qu'on dit quelque chose, mais spécialement lorsque des vies humaines sont en jeu, et spécialement lorsque l'origine de la vie humaine est en jeu, ce qui nous ramène au mythe que l'on raconte sur l'origine de l'homme et l'origine du monde. Est-ce Vishnu, est-ce Brahma, est-ce Shiva, selon les régions de l'Inde, selon les régions de l'Asie du Sud-Est, ce n'est pas le même Dieu, mais c'est toujours la même trilogie. Et, comme on l'a vu, entre l'Orient et l'Occident, ce ne sont pas les mêmes dieux, mais le mythe a la même structure, tout comme le mythe du roi Arthur. Il y a donc une vérité de la structure, au-delà des paroles qui peuvent être des mythes, voire des mensonges. Comme Pompidou avec son hôpital, Chirac avec son musée, Mitterrand avec sa bibliothèque, tout empereur veut laisser sa marque dans le territoire. C'est ce qui a été le cas de l'empereur Tuduc, qui a laissé un palais magnifique dont il voulait qu'il soit également son tombeau, ce qui était la tradition chez les empereurs.
Aussi, dans la région de Hue, le palais tombeau de l'empereur Minmang est aussi rectiligne que celui de Tuduk était courbe. Il est construit sur le modèle de la cité impériale de Pékin. L'empereur est enterré dans la colline juste derrière cette porte. Porte close à tout jamais sur l'éternité. J'aurais pas dû jouer avec les habits neufs de l'empereur. C'est des symboles auxquels on ne touche pas. Alors, retournement de situation, je me retrouve envoyé en camp de travail à la campagne, rééducation auprès des paysans. Avec en matière d'encouragement, un petit citron aux œufs de grenouille. Alors, il faut amener les algues vers le terrain, les algues qui sont récupérées dans la rivière des parfums, les installer dans le terrain, bien tassés, ce qui veut dire que la rééducation ne se fait pas forcément dans la tristesse, recouvrir et enfin planter des choux. Je rends ici hommage à Hervé Charlot, qui a inclus dans le prix de notre voyage un don fait à cet orphelinat, dirigé par cette magnifique bonzesse. L'orphelinat abrite en son sein un petit temple dédié à la Bodhisattva Guanyin. Une Bodhisattva est une disciple de Bouddha qui, parvenue à l'illumination, revient vers les hommes pour les aider. On trouve le long des routes des myriades de boutiques de sculpteurs qui vendent des statues de toutes sortes, mais parmi lesquelles quand même la figure de Guanyin semble prépondérante. Celle-ci à Da Nang fait 17 étages. C'est la Vierge Marie des Asiatiques, de même rôle et même fonction que la Lakshmi des hindouistes,
au Vietnam du Sud. À côté des dieux se tient toujours l'image d'une femme miséricordieuse. Ce n'est pas parce qu'elle est femme et généreuse et s'occupant des enfants que le phallus semble absent de ses préoccupations, vu sa position sur le dragon. Ce qui pourrait nous refaire penser au Saint-Georges d'Uccello, où la dame a visiblement dompté le dragon puisqu'elle le tient en laisse, tandis que Guanyin marche sur la tête du dragon. Toujours dans le cadre de notre identification à la Bodhisattva, le prix de notre ticket incluait aussi un don à cette école située non loin de Hue. Avec ces différents récits qui font voir l'histoire contemporaine selon différents points de vue, avec ces différentes interprétations des mythes des différents peuples, on peut se demander si on n'est pas quelquefois amené en bateau. Et dans ce voyage, nous avons été pas mal amenés en bateau. Comme ici, dans la remontée du Mekong, de Chao Doc jusqu'à Phnom Penh. Dans la région de Hoi An, les pêcheurs tentent de nous mener en bateau en essayant de nous faire croire qu'ils pêchent encore dans ces paniers qui leur servent de bateau. En fait, je crois qu'ils pêchent surtout le touriste. Ce pêcheur-là, qui a bien compris que le touriste était le plus gros poisson, a trouvé une manière inattendue d'attirer son attention pour attirer à lui les dollars. Dans la baie d'Along terrestre, près de Minh Bin, en voilà une qui pêche aussi et qui a trouvé un gros poisson. Chacun sa méthode.
nào chứ mà ngần đủ mấy người bảo sao mà lắm rồi con môn vậy. Tôi cũng thấy mấy cái xong đấy nhân dân nó bảo nhau Un soir, t'en souviens-t-il? Nous voguions en silence. On entendait au loin, sur l'onde et sous les cieux, que le bruit des rameurs qui frappaient en cadence tes flots harmonieux. Ainsi, toujours poussés vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle emportés sans retour, ne pourrons-nous jamais, sur l'océan des âges, jeter l'ancre un seul jour? Ô temps, suspends ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours, laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. Raconte-moi ce mot étrange et difficile à prononcer que je porte depuis que je suis née. Raconte-moi le vieil empire et le trait de mes yeux bridés qui disent mieux que moi ce que tu n'oses dire. Je ne sais de toi que des images de la guerre, un film de Coppola, des hélicoptères en colère. Un jour, j'irai là-bas. Un jour, dire bonjour à ton âme. Un jour, j'irai là-bas. Te dire bonjour, Vietnam. Raconte-moi ma couleur, mes cheveux et mes petits pieds qui me portent depuis que je suis née. Raconte-moi ta maison, ta rue, raconte-moi cet inconnu, les marchés flottants et les sampans de bois. Je ne connais de mon pays que des photos de la guerre, un film de Coppola, des hélicoptères en colère. Un jour, j'irai là-bas. Un jour, dire bonjour à mon âme. Un jour, j'irai là-bas. Te dire bonjour, Vietnam. Les temples et les bouddhas de pierre pour mes pères, les femmes courbées dans les rizières pour mes mères. Dans la prière, dans la lumière, revoir mes frères, toucher mon arbre, mes racines, ma terre. Un jour, j'irai là-bas. Un jour, dire bonjour à mon âme. Un jour, j'irai là-bas. Te dire bonjour, Vietnam. Te dire bonjour, Vietnam. Dans une des îles de la baie d'Along, cette ouverture conduit à un cratère rempli d'eau au centre de l'île, complètement isolé du reste de l'océan. Cette caverne est la seule issue, et là vit un étrange peuple qui a été importé là par les humains. Il vit dans ce petit paradis, complètement libres, peut-être. Ils sont à moitié nourris par les humains et accessoirement, ils servent d'expérimentation pour les vaccins.